Je vous raconte une histoire. Un certain Georgie, un grand gaillard au gabarit imposant qui a arrêté l'école au CE2. Georgie voulait toujours manger plus que les autres. Il allait même jusqu'à voler les morceaux de viande dans le plat de son patron. Mais Georgie, tu ne vois pas que tu ressembles à Paul Biya? Tu fais même quoi ici au garage alors qu'avec ça tu peux gagner de l'argent? Mais ce que cet ami ne savait pas, c'est qu'il venait de créer un monstre. Le petit Georgie du garage d'un Vogada prend le temps d'étudier et de développer toutes ses techniques et ses stratégies. La quarantaine bien sonnée, il lisse ses cheveux, s'habille exactement comme Paul Biya. Partout où il passe, il raconte la même histoire. Il est le vrai fils de Paul Biya, celui qu'on a caché au monde. Dans les salons feutrés de Yaoundé, il promet même des postes de ministre de direction générale, des faveurs au sommet de l'État. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Bruno Bidjan livre un portrait au vitriol de Georges Gilbert Baonla, alias Georgie. Un récit construit comme une exécution publique qui en dit autant sur la cible que sur les pratiques du milieu. Il y a des vidéos qui circulent, qu'on regarde deux fois, qu'on commente, qu'on like et qu'on oublie. Et il y en a d'autres qui ressemblent à un couteau planté dans le dos d'un homme en pleine lumière devant moi. La dernière sortie de Bruno François Bidjan appartient indubitablement à la seconde catégorie. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, ce journaliste camerounais dont le nom est indissociable de certaines des batailles les plus âpres du paysage national. Un homme que l'on ne présente plus, habitué des joutes télévisées et des controverses bien dosées, s'est livré à un exercice rare dans sa forme, un portrait à charge contre Georges Gilbert Baonla, à qui il colle ici le sobriquet de Georgie. Ce même Baonla qui, ces dernières semaines, multiplie les plateaux et les déclarations fracassantes pour affirmer que Franck Biya ne serait pas le fils biologique de Paul Biya. Portrait au vitriol, réquisitoire sans équivoque. Certains ont d'ailleurs qualifié cette sortie sans détour du règlement de compte. Peu importe l'appellation, ce qui est certain, c'est que ce récit mérite qu'on s'y arrête. Nous sommes dans les années 80. Au Cameroun, le métier de mécanicien a le vent en poupe. Beaucoup de jeunes qui n'ont pas percé à l'école choisissent évidemment cette activité parce qu'elle rapporte de l'argent. À cette époque, les patrons de garage ont besoin de jeunes garçons costauds qu'on appelle habituellement les manœuvres. Ces jeunes font les gros travaux et apprennent le métier en regardant faire les autres. C'est dans ce monde-là que débarque un certain Georgie, un grand gaillard au gabarit imposant qui a arrêté l'école au CE2. Bruno Bidjan commence son récit comme un conteur de veillée. Il plante le décor. Les années 80, le Cameroun des métiers manuels, les garages aux odeurs de cambus, les apprentis aux bras noircis de graisse. Une fresque sociale qui n'est pas sans rappeler le Cameroun populaire et vivant que Mongo Betty aimait à ressusciter dans sa prose. Ce monde de la débrouille et de la survie loin des palais et des protocoles. Dans cette galerie des personnages ordinaires débarque donc Georgie, grand gaillard, gabarit imposant qui a arrêté l'école au CE2. Un patron de garage du quartier Vogada, séduit par la statue du garçon, lui aurait accordé une chance. Mais la mécanique, raconte Bidjan, est restée hermétique à Georgie. Selon lui, le jeune homme ne distinguait pas une clé à molette d'une autre, confondait les outils et sa seule compétence avérée aurait été celle de vider les plats à table, quitte à prélever la viande du patron. Au regard de sa carrure, un patron de garage du quartier Vogada à Yaoundé décide de lui donner sa chance. Mais très vite, le problème va se poser. Georgie est costaud, oui, mais il comprend absolument rien à la mécanique. Ses anciens collègues racontent qu'il n'arrivait même pas à faire la différence entre une clé 2 et une clé 8.
Et quand son boss l'envoyait chercher une clé 2, il revenait plutôt avec une clé 8. Là où ça devient encore plus grave, c'est à la pause. Georgie voulait toujours manger plus que les autres. Il allait même jusqu'à voler les morceaux de viande dans le plat de son patron. Et à plusieurs reprises, le responsable du garage le menaçait de le virer. L'anecdote est racontée avec une précision d'orfèvre, presque trop belle pour être vraie, dans la bouche de Bidjan. Chaque détail fait mouche. Les collègues qui racontent la menace de licenciement répété, la fin inextinguible, ce n'est pas un témoignage, c'est une mise en scène et le public captivé n'a qu'une envie, connaître la suite. C'est ici que le récit de Bidjan bascule. Un ami d'apprentissage, en plaisantant, aurait soufflé à Georgie qu'il ressemblait au président Paul Biya. C'est dans cette ambiance-là qu'un jour, un de ses amis apprenti mécanicien lui aussi vient lui rendre visite au garage. Il regarde Georgie, le fixe bien et lui lance en rigolant « Mais Georgie, tu ne vois pas que tu ressembles à Paul Biya? Tu fais même quoi ici au garage alors qu'avec ça tu peux gagner de l'argent ?» C'était évidemment une blague, juste une blague entre amis. Mais ce que cet ami ne savait pas, c'est qu'il venait de créer un monstre. Bruno Bidjan décrit alors la scène avec une intensité cinématographique. Georgie devant son miroir, une fois, 2 fois, 3 fois, 30 fois, sous le regard inquiet de sa défunte mère. Le miroir qui ne reflétait plus seulement un visage, mais l'aube d'une vaste imposture. Métaphore puissante, utilisée à bon escient, le miroir comme berceau du mensonge identitaire. La quarantaine venue, toujours selon Bidjan, Georgie aurait soigneusement étudié les codes vestimentaires du chef de l'État. Dans ses cheveux et entrepris une tournée des ministères avec son groupe de presse, affirmant être le fils aîné caché de Paul Biya. Franck Biya n'étant selon lui qu'un usurpateur. Aux sceptiques qui s'interrogeaient sur son absence d'un registre officiel, il aurait eu la réponse parfaitement huilée. Des études en pétrochimie en Suisse ou aux États-Unis et le secret d'État comme bouclier commode. Ce soir-là, Georgie rentre chez lui et se plante devant le miroir. Il se regarde 1 fois, 2 fois, 3 fois, 30 fois. Sous le regard inquiet de sa femelle, il reste là à se contempler en silence jusqu'à ce qu'une conviction s'installe en lui. Je ressemble vraiment à Paul Biya. Ce miroir ne reflétait pas seulement son visage, il reflétait le début d'une grande arnaque. De l'eau va couler sous les ponts. Le petit Georgie du garage d'un Vogada prend le temps d'étudier et de développer toutes ses techniques et ses stratégies. La quarantaine bien sonnée, il lisse ses cheveux, s'habille exactement comme Paul Biya et commence à faire le tour des ministères avec son groupe de presse à l'époque. Partout où il passe, il raconte la même histoire. Il est le vrai fils de Paul Biya, celui qu'on a caché au monde. Quant à Franck Biya, ce n'est selon lui qu'un usurpateur. Quand les gens lui demandent où il était pendant tout ce temps et pourquoi il ne porte pas le nom de son père, il avait toujours une réponse bien préparée. Il disait qu'il était en Suisse et aux États-Unis pour des études en pétrochimie et que s'il ne porte pas le nom de Paul Biya, c'est tout simplement pour des raisons de discrétion, pour protéger le chef de l'État et le secret d'État. L'ancien directeur des médias du groupe L'Anecdote déroule ensuite avec une minutie presque administrative l'architecture de l'imposture. Georges aurait réussi l'exploit et ce n'est pas rien de se constituer une garde rapprochée. Le détail est capital dans les sociétés du pouvoir visible comme le Cameroun. Les gardes du corps sont des marqueurs d'autorité. Ils ne valident pas seulement une présence physique, ils valident une crédibilité. Le discours est bien rodé et beaucoup y croient. Pendant des années, l'imposture paye. Georgie réussit même l'exploit d'avoir des gardes du corps, ce qui renforce encore plus sa crédibilité auprès des gens. Fort de ce paravent, Georgie aurait écumé les salons feutrés de Yaoundé, promettant monts et merveilles, poste ministériel, direction générale, monnayant accès et faveurs fictives d'Abidjan. Des dizaines de Camerounais, des hommes d'affaires,
des ambitieux, des naïfs auraient mis la main à la poche. Bruno Bidjan ne cite aucun nom, mais le tableau est celui d'une escroquerie systémique, longtemps tolérée ou ignorée. Le récit prend un tour révélateur quand l'homme note avec une ironie cinglante que celui qui prétendait vendre des armes de guerre et côtoyer les sommets du pouvoir n'arrivait pourtant pas à régler son loyer. L'édifice avait des fissures. La dissonance entre le rang revendiqué et la condition réelle finissait toujours par transparaître. La vérité est simple et cruelle. Georgie n'a jamais franchi le portail du palais d'Etoudi, encore moins celui de Vomeka. Personne dans la famille présidentielle ne le connaît, personne ne veut l'approcher. Il est pour eux un parfait inconnu. Les fissures commencent à apparaître quand on réalise que celui qui prétend vendre des armes de guerre et fréquenter les plus hautes sphères du pouvoir n'arrive même pas à payer son simple loyer. Le 29 novembre 2018, une scène humiliante se déroule en plein jour dans le quartier chic de Bastos. Le vrai propriétaire de la belle villa cossue que Georgie occupait depuis des années venait de le mettre dehors devant tout le monde. La note est salée, 46 mois de loyer impayé à raison de 2 500 000 francs CFA par mois. Le tribunal de première instance avait même pourtant déjà ordonné son expulsion, mais Georgie avait refusé catégoriquement de partir. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cette histoire se répétait. Des épisodes similaires s'étaient déjà produits à Tinga et à Douala, et c'est là que les Camerounais ont commencé vraiment à se poser la question. Comment le fils aîné du chef de l'État du Cameroun ne parvient-il pas à payer son simple loyer? Le tournant narratif survient le 29 mai 2019. Bruno Bidjan l'énonce avec la précision d'un acte judiciaire. Jean-Pierre Amourou Belinga, puissant patron du groupe L'Anecdote et propriétaire de Vision 4 Télévision, fait envoyer Georgie à la prison centrale de Kondengui pour diffamation, injure et escroquerie. Le passage est d'autant plus marquant que l'actuel promoteur de Digital B Agency parle en nom de Serail. Pendant des années, il a été l'un des proches collaborateurs médiatiques de Jean-Pierre Amourou Belinga au sein du groupe L'Anecdote, où il gravit progressivement les échelons jusqu'à devenir une figure centrale de Vision 4 Télévision. La nouvelle tombe comme un pavé dans la mare de l'imposture. Dans l'entourage de Georgie, la stupéfaction est totale. Comment le fils aîné du président peut-il se retrouver derrière les barreaux? Georgie tente alors le tout pour le tout. Depuis le fond de sa cellule, il écrit une lettre au chef de l'État, son soi-disant père, pour lui demander d'intervenir. Selon des indiscrétions à la présidence de la République, la lettre s'est retrouvée le lendemain dans une poubelle. Il passera donc 2 ans et demi en prison, pleurant parfois la nuit à chaudes larmes comme un petit bébé. Et à sa sortie de prison, l'homme est affaibli et tout le monde a pu découvrir sa super chérie. La sortie de prison ne sonne pas le glas de l'entreprise. Fauché, ruiné, Georgie renoue pourtant quelques mois plus tard avec ses anciennes pratiques. Bruno Bidjan l'observe avec résignation. Les vieilles habitudes ont la peau dure, dit-il. De plateau en plateau, l'homme refait surface, inusable jusqu'à la provocation de trop, affirmer publiquement et avec force de taille que Franck Biya n'est pas le fils biologique de Paul Biya. Il n'a donc plus de ressources financières. Il va louer un petit appartement au quartier Foulane à Yaoundé le temps de se relever. Mais les vieilles habitudes ont la peau dure. Quelques mois plus tard, il renoue avec ses anciennes pratiques. De plateau en plateau, il enchaîne les déclarations jusqu'au jour où récemment, il touche un sujet sensible. Depuis quelques jours, comme je le disais, il multiplie les sorties vidéo sur les réseaux sociaux et dans les chaînes de télévision pour affirmer que Franck Biya n'est pas le fils biologique de Paul Biya, mais son fils adoptif et que le président n'aurait en réalité que 3 enfants, lui-même, Brenda et Junior. La provocation de trop. Bruno François Bidjan boucle son récit sur une formule à double tranchant. Georgie
le même qui volait la viande dans le plat de son patron. Ambokada va donc devoir répondre à la question que tout le monde attend. Georgie, qui es-tu réellement? C'est la chute rhétorique du conteur. Une question posée comme une guillotine. Une convocation officielle du service central de recherche judiciaire de la gendarmerie nationale de Yaoundé lui est notifiée et il doit se présenter mardi 28 avril 2026 à 10 h pour répondre des faits de cybercriminalité et de diffamation. Le document est clair. En cas de non-comparution, la contrainte par tout moyen de droit s'appliquera. Ce n'est donc pas une invitation, c'est une obligation légale. Et pour la première fois depuis des décennies, Georgie, le même qui volait la viande dans le plat de héros de son patron en Vogada, va donc devoir répondre à la question que tout le monde attend. Georgie, qui es-tu réellement? Acte de naissance, carte nationale d'identité, test d'ADN, la vérité n'attend plus que toi. Toi qui as tant réclamé cette filiation, il est désormais temps que tu la prouves. Si le tableau peint par l'ex-employé de Vision 4 est saisissant dans sa cohérence, dans sa fluidité narrative, dans son économie de moyens rhétoriques, on peut légitimement se demander ce qui distingue un témoignage journalistique d'un récit à charge savamment orchestré. Les accusations portées contre Baola sont graves. Elles touchent à son identité, à sa dignité, à son histoire personnelle. Et elles sont formulées pour l'essentiel à la première personne du singulier. Sans production de preuves documentées, sans droit de réponse visible. Bruno Bidjan n'est pas n'importe qui. Sa longévité dans ce milieu, ses connexions, son sens aigu du tempo médiatique sont réels. Mais cette sortie que beaucoup dans les cercles journalistiques et politiques ont qualifiée de règlement de compte interroge sur les frontières parfois poreuses entre le témoignage, le portrait journalistique et l'exécution publique d'un adversaire. Ce qui est certain, c'est que dans ce Cameroun où les fantômes persistent et où les impostures ont parfois la durée de vie des régimes, la question posée par Bruno Bidjan en appelle une autre non formulée. Qui dans ce pays a laissé prospérer si longtemps ce que lui-même décrit comme une arnaque de grande ampleur? Les miroirs ne mentent jamais. Encore faut-il regarder dans lequel on se reflète. Merci.